Écoutez, merci pour l'occasion de cette interview, pour le nouveau journal, la nouvelle forme de communication en ligne et sur papier des retraites populaires, à laquelle je ne suis pas affiliée en l'occurrence, mais je suis contente de cette collaboration. Oui, un profil atypique, première vue, certes, et puis en même temps, on nous annonce depuis plusieurs années la création de nombreux nouveaux métiers. Et dans les chemins qu'on offre aujourd'hui aux apprentis, aux étudiants, ça se voit très clairement. Il faut apprendre de nouvelles choses. Donc moi, si vous voulez, je considère mon parcours professionnel exactement en phase avec cette évolution de la société. J'avais une formation de base, de départ, que j'aime, très bonne, et puis j'y ai intégré petit à petit les effets de la culture digitale. Donc je pense que ce type de parcours qu'on a pu ressentir comme atypique si on compare avec ce qu'on faisait il y a 20 ans ou 30 ans, maintenant va devenir beaucoup plus la norme en fait, parce qu'on est tous appelés au quotidien dans nos métiers à intégrer ces nouvelles pratiques de la culture digitale. Alors pour ce qui me concerne, donc, je suis chercheuse en Nouveau Testament. Mon champ de spécialisation, c'est les manuscrits du Nouveau Testament, qui est quelque chose de totalement fantastique parce qu'on a plus de 5800 manuscrits grecs du Nouveau Testament. Donc, en fait, le livre que vous tenez dans la main, qu'on appelle la Bible, la partie le Nouveau Testament, c'est un condensé, si vous voulez, c'est une édition critique, comme on dit, de tous ces manuscrits. Alors, comme beaucoup de chercheurs qui travaillaient sur les éditions, je suis arrivée à ces humanités digitales. Je me rappelle le premier colloque international où j'ai été, c'était en décembre 2010. Je rencontrais des collègues qui travaillaient sur des textes du XVIIIe siècle, du Moyen-Âge, etc. Et c'est là que j'ai compris qu'au fait, dans les sciences humaines, tous ceux et celles qui avaient la tâche d'être immergés dans les textes, on était les premiers à arriver à ces nouveaux moyens, parce qu'on voyait des choses, on voyait ces manuscrits. Puis alors pour le Nouveau Testament, c'est vraiment la boîte de Pandore qu'on ouvre en quelque sorte. Il faut imaginer que ces manuscrits anciens étaient très tranquilles dans leur bibliothèque, à la British Library, au Vatican. C'était difficile d'aller les voir. Parfois, on commandait quelques microfilms de ces images. Et puis aujourd'hui, tout change parce qu'on les voit en ligne. Et ça a été un des grands moteurs à la base d'un projet de recherche important qui s'appelle Marc XVI, un projet du Fonds national suisse, et qui est exactement à la croisée et de mes intérêts pour la Bible, pour le Nouveau Testament, pour la théologie et pour les humanités digitales. J'ai pu rassembler les deux dans ce grand projet de recherche. Excellent. Alors, c'est très simplement la rencontre des sciences humaines avec l'informatique. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'avoir un nouveau nom pour simplement parler de ça ? Pendant 2 générations, on a parlé de Humanities and Computing, de sciences humaines et d'informatique. Et c'est vrai que pendant pas mal de temps, les historiens, les chercheurs ont pensé qu'avant, on avait une machine à écrire, et puis on passait à l'ordinateur, et puis voilà. Et tout d'un coup, sur la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, tout le monde a commencé à se rendre compte que ça transformait tellement nos pratiques, nos chants, nos manières de lire, nos manières d'interpréter, que les chercheurs se sont mis à utiliser une nouvelle expression, ces fameuses humanités digitales ou numériques, comme on aime bien le dire à Paris. Alors moi, mon pari personnel, c'est que l'adjectif risque de tomber à un moment donné. Probablement qu'on parlera à nouveau des humanités qui seront à l'évidence digitalisées. C'est ce qui est arrivé avec l'ordinateur portable, qui dans les années 50 s'appelait Digital Computer, l'ordinateur digital. Évidemment, aujourd'hui, ça serait complètement redondant. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, ce que je devine, une fois qu'on aura fait notre grande transformation, qu'on aura muté en peau numérique, eh bien, peut-être bien qu'on parlera de nouveau simplement des humanités. Alors, on est organisé en groupe de recherche à l'intérieur de l'Institut suisse de bioinformatique, et où j'ai été accueillie dès 2015. Donc, on teste une recherche de pointe, si vous voulez, à la frontière des disciplines. Et on s'inspire, pour comprendre ce qui se passe dans ces humanités digitales, de la rencontre de nos collègues qui date d'il y a bientôt déjà 25 ans, entre la biologie et l'informatique. Parce que c'est tout autant un énorme changement
pour la biologie d'avoir rencontré l'informatique que ça l'est pour les sciences humaines avec l'informatique. Donc j'ai la grande chance ici d'avoir de nombreux collègues qui savent traduire des idées et des concepts informatiques ensemble, parce que c'est bien ça qu'on essaye de faire hein, quand on met les mondes ensemble. Et eux, ils ont cette pratique interdisciplinaire depuis déjà longtemps. Donc c'est vraiment très utile pour que nous, on puisse aller avec les sciences humaines dans cette direction. Alors moi, j'essaie à chaque fois de regarder ce qui change sans d'emblée dire que c'est positif ou négatif, parce que je trouve que c'est très difficile d'évaluer qualitativement ces changements. On est un peu le nez dans le guidon. On essaie déjà de les accompagner, de les vivre. Je pense que c'est vraiment plus tard qu'on arrivera à dire ce qu'on a gagné ou ce qu'on a perdu. Donc moi, j'observe, si vous voulez, ce qui se passe, et ça depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Donc il y a plusieurs choses assez fascinantes. En termes de rapport d'autorité, par exemple, dans la salle de classe, à l'université ou à l'école, avant, il y avait quelqu'un qui savait, puis des gens en face qui recevaient comme ça le savoir qu'on donnait. Cette situation face au savoir maintenant a complètement changé. Chacun, avec son écran, a la possibilité d'accéder à un bout du savoir. Hein. Et puis, quand ces changements se sont mis en place, c'était les premières expériences de l'enseignant qui disait quelque chose. Puis, tout à coup, vous aviez l'étudiant qui vous donne une autre date. Ah oui, d'accord. Donc, c'est une façon de partager l'accès au savoir qui exige, par exemple, dans la situation de l'enseignement, hein, de repenser la manière dont on va entrer là-dedans. Et si vous voulez qu'on parle un peu plus large socialement de tout ça, on voit bien combien nos écoles, hein, à Genève, à Fribourg, c'est des grandes discussions et des grands débats de fond de savoir quelle place on va faire ou pas à l'écran dans la salle de classe, parce qu'on a envie que les enfants soient le mieux formés possible. Mais on voit bien que c'est une remise en question autrement plus profonde que de changer de méthodologie française ou bien de réviser un peu notre manière de concevoir les dates historiques suisses ou que sais-je. C'est vraiment une mutation pour tout le monde. Puis il y a aussi des choses fascinantes, notamment si on pense à la comparaison des cultures et des langues, là, l'effet est, en tout cas, je trouve assez positif du côté des sciences humaines digitalisées. On a beaucoup plus la possibilité d'être en action avec des collègues d'autres langues et de juxtaposer les approches. Bon, ça, je le dis aussi parce que je suis engagée dans des projets de recherche européens et donc on se trouve dans des équipes avec 15 pays différents. Mais je pense qu'il y a quand même une facilité de contact, hein, que ce soit en travaillant sur un document partagé en ligne ou en faisant des Skype meetings. J'en avais un avec l'ERIC européen d'Aria à midi. Là. On prend l'habitude. Hein. Il y a quelqu'un de Bulgarie, de Croatie, de Grèce, et puis on parle tous cet anglais un peu surfait, le globish, comme on dit. On se débrouille, mais c'est aussi une attention à la culture de l'autre, parce que chacun entre différemment dans la culture digitale. Donc pour moi, c'est vraiment ça quelque chose que j'apprécie énormément, cette mosaïque culturelle européenne à laquelle la culture digitale me donne accès. Moi, ce qui me frappe, c'est aussi notre changement de rythme. Et là, je pense que ce soit dans le monde des entreprises ou dans le domaine public ou administratif, on n'y est vraiment pas encore, ou même dans notre domaine, dans les domaines privés, la vie de famille, les loisirs et tout ça. Hein. Quand est-ce que je regarde mes emails? Quand est-ce que je ne les regarde pas? C'est une question qui est à la fois professionnelle. Je suis en discussion. Alors là, on n'est que 4 dans la salle, donc on se retient d'aller geeker quelque peu sur notre iPhone, mais à partir de combien de personnes en réunion vous allez tout d'un coup vous permettre, d'aller quand même vite regarder le petit message ou vite faire un mail. Voilà, donc moi je suis très modeste par rapport à tout ça. Il faut simplement reconnaître qu'on a été plongé dans des habitudes culturelles dans lesquelles on n'a pas été élevé. Donc on est vraiment en train de bricoler nos apprentissages. Et ce sera probablement que lorsque les humains que nous sommes, nous aurons trouvé un bon rythme de fonctionnement avec ces moyens-là, qu'on pourra vraiment se dire, OK, maintenant, quels sont les bénéfices que je tire de ces moyens digitaux? Je pense qu'en ce moment, on est encore vraiment en phase d'apprentissage. Et c'est la même chose pour nos déplacements, pour les voyages.
Mais on voit bien que, y compris nos habitudes de colloques, de meetings, sont encore en train de se mettre en place et qu'on se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus de choses à distance. Alors ça, ce sera certainement un bénéfice où là, on aurait besoin de l'apport des entreprises, c'est nous permettre d'avoir des réunions à distance avec d'excellentes conditions techniques, par exemple. Et là, je pense qu'on peut faire encore beaucoup mieux et que c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de déplacer à chaque fois 100 ou 150 personnes. On peut imaginer des événements qui rassemblent des conférences, qui rassemblent des personnes qui restent chez elles, mais qui participent en ligne ensemble à l'événement. Je pense que là, on peut faire mieux. Ouais. Alors ça, c'est une grande, complexe et belle question. Déjà, il faut bien distinguer l'écrit et le support papier. Parce que le support papier, effectivement, on a l'air d'en sortir avec les nostalgies que ça engendre, parce que beaucoup disent ouais, j'aime bien l'odeur des livres, et puis toucher les pages et tout ça. Et là, c'est vrai qu'il y a de l'adieu, en tout cas disons de le revoir. En même temps, lire un livre de loisirs, un roman écorné sur la plage sans se poser de questions, c'est quelque chose qui va perdurer un certain temps, j'imagine. Pour ce qui est de l'ordre du travail et de la recherche a fortiori, ça paraît quand même de plus en plus compliqué de le faire sur support papier. Donc ça, c'est la question du support. Maintenant, l'écriture, alors elle est tout sauf en train de disparaître. Là, il faut aborder à la fois le point de vue culturel puis le point de vue informatique. C'est vrai qu'en termes culturels, on a beaucoup d'images. Maintenant, vous inaugurez, je suis ravie d'être là dans cette aventure avec vous, la vidéo, la présence en ligne, et c'est de l'oral, c'est des images, c'est un autre monde que celui de l'écrit. Mais en même temps, du point de vue informatique, le maître du jeu, si je puis dire, reste absolument l'écriture. Si vous pensez au programme informatique, à la manière dont vous communiquez avec votre ordinateur, nos Mac qui nous facilitent la vie parce qu'il y a les petites images et puis on peut faire les choses facilement, mais en fait, le terminal de votre ordinateur, il discute avec l'informaticien avec des chiffres et des lettres. Strictement parlé, au niveau informatique, l'écrit reste totalement le maître du jeu. Donc ça aussi, bien sûr, ce que je dis là, des implications sur la formation des jeunes, des enfants. Et personnellement, je suis convaincue qu'un minimum d'apprentissage du code informatique à l'école pour tous est nécessaire. C'est une question complexe, parce que bien sûr que ça peut nous aider à changer nos habitudes, et vous avez très bien indiqué comment. En même temps, c'est quand même beaucoup de carbone et de produits pas très sains dans les ordinateurs. Et puis, vous avez peut-être vu cet article du Temps qui expliquait que, ma foi, Apple programme ses iPhones avec une certaine obsolescence. Et la Suisse n'a pas encore rejoint les pays comme l'Italie, la France, qui ont porté plainte pour que Apple arrête de limiter le temps de vie de ces appareils. Donc on est sur des questions, je dirais, extrêmement délicates et on a besoin d'y réfléchir. Alors je sais que l'Université de Lausanne, avec le collaboratoire, organise une série de conférences ces mois sur l'écologie et le numérique. Oui, j'ai l'impression qu'en termes de bilan, on utilise autant de ressources qu'on en économise. Ce serait probablement un peu ça. Donc nos changements d'attitude, si on veut vraiment influencer, préserver le climat un maximum, ça va aussi vouloir dire probablement pondérer ou limiter nos usages du numérique. Écoutez, là on est sur un point absolument fondamental. Le philosophe Jacques Derrida, en 1997 déjà, avait dit dans une interview et un livre que les nouvelles technologies allaient entraîner un nouveau rapport de l'homme à son corps. Et dans mon ouvrage « Écriture digitale », publié l'année dernière, j'ai essayé de tester cette hypothèse pour ce qui concernait l'écriture numérique en particulier. Alors, je co-signe totalement cet énoncé de Jacques Derrida. On le voit bien, tout ce que vous venez d'énoncer. C'est bien au corps, au bout du compte, qu'aboutissent les nouvelles technologies. Donc, après, on arrive aux questions de choix, de libre arbitre. Pour moi, porter une puce électronique ou pas, heureusement, ça reste encore notre choix et c'est une limite très claire.
En même temps, tout est relatif. À partir du moment où vous vous promenez avec un iPhone dans votre poche, en gros, vous êtes pucé quelque part. Parce que tous vos déplacements, vos paiements, vos réservations, vos souhaits même, sont repérables et traçables numériquement. Donc, on disait tout à l'heure qu'il y avait un apprentissage de rythme. Alors, il y a aussi un apprentissage de coutumes et d'habitudes. Et des fois, moi, j'aime bien me promener sans iPhone du tout, ou bien voir dans une ville, reprendre un bon vieux plan papier et puis avoir un sentiment de ne pas être connecté. Ça, je pense que c'est un sentiment de liberté que j'espère que les plus jeunes générations continueront à connaître aussi. Le plaisir de ne pas être repérable numériquement. Alors là, je vous apporte peut-être 3 nouveaux points de vue sur cette question. D'une part, c'est une expression à succès, hein, l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est la panacée dès qu'on veut susciter. Alors, il faut toujours être plein d'humour envers nous-mêmes ou de réalisme froid. J'ai lu un article d'un sociologue parisien. Vous avez en Asie des entreprises qui engagent des ingénieurs de chair et de sang et qui vendent à leurs clients de l'intelligence artificielle, mais qui est en fait par des ingénieurs humains, tellement que l'étiquette sert d'elle-même à faire vendre quelque chose. Donc voilà, alors je pense qu'on peut être un petit peu réservé sur ce genre de choses. Sinon, là derrière, pour nous, humains, il y a la grande crainte de l'automatisation. Hein. Est-ce qu'on va être remplacé ? Alors, quand vous discutez avec des collègues spécialistes d'intelligence artificielle, ce qui m'arrive, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vous disent, oui, jusqu'à présent, on a beaucoup poussé l'intelligence artificielle à faire comme nous, et puis si possible, plus vite et mieux. Puis du coup, nous, on a ce sentiment d'obsolescence. Alors, est-ce que je vais encore servir à quelque chose ? Mais ce collègue disait et a écrit que ce serait aussi intéressant de laisser l'intelligence artificielle explorer ses propres pistes et que dans la mesure où notre développement est tellement lié à nos capacités cognitives, à nos gestes, à ce qu'on touche, à ce qu'on sent, il y avait probablement aussi du côté de l'intelligence artificielle un potentiel de développement dans des directions qui ne seront pas celles de l'humain. Alors là, j'ouvre une piste qui est peut-être aussi inquiétante par certains aspects, mais qui est plus celle de l'ordre de la collaboration entre les deux. Et c'est en tout cas là où je suis en ce moment, et nous sommes avec des collègues en train de préparer l'un ou l'autre projet de recherche où j'essaye de voir sur la lecture des manuscrits de quelle manière intelligence humaine et artificielle pourraient non pas s'opposer ou se concurrencer, mais bel et bien collaborer dans cette conviction que chacune des deux a ses capacités propres. Les psychanalystes fans de Freud diraient que c'est un sentiment de toute puissance. On peut aussi le lire comme ça. Ça n'a pas très bien servi Adam et Ève d'aller cueillir un certain fruit sur un certain arbre, hein, n'est-ce pas ? Oui, ou la tour de Babel, plus haut, toujours plus haut. Écoutez, les premières limites qui semblent en passe d'être atteintes, c'est quand même celle de l'environnement et du climat. Et là, il y a comme un stop très clair, très net et très fort qui est prononcé et que la jeune génération entend avec bien plus de force que nous, parce qu'eux, ils ont encore de nombreuses, normalement, dizaines d'années devant eux. Et il y a, comme vous savez, chez beaucoup de nos jeunes, un vrai stress, hein, devant savoir, oui, mais comme me disait l'un d'entre eux, vous avez du souci pour vos retraites, et puis nous, on se demande si on aura de quoi manger jusqu'au bout, quoi. Donc, bon, il y a du souci, mais qui... Donc voilà, les premières limites qui vont être atteintes, c'est celle de l'environnement. Alors il faudra voir comment nous, en tant qu'êtres humains, on révise nos aspirations à plus fort, plus mieux, plus grand, plus beau, en fonction du fait que notre environnement immédiat va, lui, probablement se restreindre ou changer ou se transformer, en tout cas drastiquement.